À 96 ans, il a encore la voix et la force de raconter une vérité que personne ne s'attendait à entendre. Hugo Frey, véritable légende vivante de la chanson française, vient de faire des révélations explosives sur Laetitia Hallyday, qui laisse tout le monde sans voix. Tout ce que vous pensiez savoir sur cette histoire, oubliez-le immédiatement, car ce que cette icône de la musique française a à dire risque de changer complètement votre vision de toute cette affaire. Si vous voulez découvrir exactement ce que Hugo Frey a révélé et comprendre pourquoi cette histoire provoque autant de polémiques, vous devez absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune révélation comme celle-ci. À 96 ans, Hugo Frey n'a plus besoin de protéger qui que ce soit. Le temps a emporté les peurs, les calculs et les prudences qui empêchaient autrefois certaines confidences. Quand il accepte enfin d'évoquer Johnny Hallyday et les polémiques qui entourent encore son héritage, sa voix reste calme, mais ses mots provoquent immédiatement un choc. Car derrière les souvenirs d'amitié et les hommages répétés aux rockers disparus, une phrase attire toute l'attention. Une phrase simple, presque banale, mais qui remet en question des années de récits officiels. Hugo Frey affirme qu'il n'a jamais entendu Johnny employer le mot « déshérité » ou même parler de la volonté d'écarter ses enfants. Et venant d'un homme qui a connu Johnny pendant des décennies, cette déclaration prend une importance immense. Depuis la disparition du chanteur en décembre 2017, le testament américain reste l'un des sujets les plus sensibles de la famille Hallyday. Les tensions entre Laetitia, David et Laura ont déchiré l'image d'un clan autrefois présenté comme uni. Dans cette bataille médiatique, chaque détail compte, chaque souvenir devient une pièce du puzzle. Pourtant, pendant longtemps, beaucoup de proches ont préféré éviter le sujet. Certains par respect, d'autres pour ne pas alimenter davantage les conflits. Hugo Frey, lui, avait choisi le silence, mais aujourd'hui, il semble décidé à remettre certaines pendules à l'heure. Ce qui trouble particulièrement le chanteur, ce n'est pas seulement le contenu du testament, c'est aussi la manière dont certains mots ont été attribués à Johnny après sa mort. Frey insiste sur un point précis. Johnny était un homme instinctif, passionné, parfois excessif, mais il parlait toujours avec son cœur. Il pouvait se mettre en colère, il pouvait couper les ponts temporairement, mais il restait profondément attaché à ses enfants. Alors quand il entend dire que Johnny aurait voulu déshériter David et Laura, de façon froide et calculée, quelque chose le dérange profondément. Selon lui, ce langage ne ressemblait pas au rocker qu'il connaissait. Plus encore, Frey laisse entendre qu'une autre personne aurait pu choisir les formulations exactes derrière certains documents. Il ne cite pas de nom directement, mais l'allusion est suffisamment claire pour provoquer un nouveau malaise autour de Laetitia Hallyday. Car depuis des années, une question revient sans cesse dans l'esprit du public. Johnny a-t-il vraiment pris seul toutes les décisions concernant sa succession, ou certains choix ont-ils été influencés dans l'ombre ? Hugo Frey ne prétend pas détenir toute la vérité, mais à son âge, il refuse désormais de laisser certaines choses être présentées comme des certitudes absolues. Pour lui, Johnny restait avant tout un père, marqué par des relations compliquées, mais incapable d'effacer totalement ses enfants de sa vie affective. Cette nuance change beaucoup de choses. Elle fragilise le récit construit après la mort du chanteur. Et surtout, elle ravive les interrogations sur les dernières années de Johnny, sur son entourage et sur ceux qui contrôlaient réellement les décisions prises. Pendant que les médias relaient déjà les déclarations d'Frey, une autre question commence alors à émerger discrètement dans les coulisses. Si Johnny n'utilisait pas ces mots, qui les a choisis à sa place ? En 1960, ni même ne pouvait encore imaginer que deux hommes allaient construire une amitié capable de traverser presque 6 décennies sans jamais vraiment se briser. À cette époque, Johnny Hallyday n'est encore qu'un jeune artiste de 17 ans qui tente de se faire une place dans un univers musical en pleine transformation. Il s'appelle encore souvent Jean-Philippe Smet dans l'intimité, un garçon nerveux, passionné et habité par un besoin immense de reconnaissance. Sur la Côte d'Azur, à Ramatuelle, l'été semble pourtant léger. Les soirées s'enchaînent entre musique, chaleur et rêve de gloire. Mais derrière l'énergie du jeune chanteur, il existe déjà une fragilité que peu de gens remarquent réellement. Johnny veut prouver qu'il mérite sa place. Il veut montrer qu'il peut devenir plus qu'un simple adolescent fasciné par Elvis et le rock américain. Ce soir-là, tout paraît ordinaire. Quelques musiciens discutent, les guitares circulent de main en main et les chansons résonnent dans l'air chaud du sud de la France. Puis un détail presque ridicule change soudain le cours des choses. Une corde de guitare casse brutalement pendant que le jeune Johnny joue devant plusieurs personnes. L'instant pourrait sembler anodin, mais pour un artiste encore peu connu, ce genre de moment peut devenir humiliant.
Johnny se retrouve bloqué, gêné, incapable de continuer correctement. Dans le regard du jeune homme, certains aperçoivent déjà la colère et la frustration monter. Il déteste paraître faible ou mal préparé. C'est alors qu'un homme plus âgé s'approche calmement. Hugo Frey a 30 ans, il commence lui aussi à construire sa carrière, mais il possède déjà une expérience et une sérénité que Johnny n'a pas encore. Sans faire de discours, sans chercher à impressionner qui que ce soit, Frey retire simplement une corde de sa propre guitare et la tend au jeune chanteur. Le geste dure quelques secondes à peine, pourtant quelque chose d'invisible se produit à cet instant précis. Johnny reste marqué par cette scène pour le reste de sa vie, car derrière cette corde offerte, il voit bien plus qu'une aide matérielle. Il y voit une forme de respect, presque une reconnaissance silencieuse. Dans un milieu artistique souvent dominé par l'ego et la rivalité, cette générosité sans attente le touche profondément. Hugo Frey, lui, ne se doute pas encore qu'il vient de créer un lien indestructible avec celui qui deviendra la plus grande star du rock français. Les années passent alors à une vitesse folle. Johnny devient une idole nationale. Les foules hurlent son nom. Les concerts prennent des dimensions gigantesques. Mais malgré la célébrité, malgré les excès et les tempêtes personnelles, il n'oublie jamais ce moment à Ramatuelle. Plusieurs proches raconteront par la suite que Johnny évoquait souvent cette fameuse corde de guitare avec une émotion sincère. Pour lui, ce souvenir représentait le début d'une fidélité rare dans le monde du spectacle. Entre les deux hommes, la relation dépasse rapidement le simple cadre professionnel. Ils se comprennent sans avoir besoin de longues explications. Frey voit derrière l'image du rocker un homme blessé, parfois perdu, toujours en quête d'affection réelle. Johnny, de son côté, considère Frey comme une présence stable, presque fraternelle. Une personne qui ne cherche ni à profiter de sa célébrité, ni à le manipuler. Au fil du temps, cette confiance devient sacrée, et sans le savoir encore, cette vieille corde de guitare cassée allait redonner un jour une place essentielle dans les plus grands mystères entourant la fin de Johnny Hallyday. En octobre 1964, Johnny Hallyday vit une des périodes les plus compliquées de sa jeune existence. Derrière les lumières des scènes parisiennes et les cris des admiratrices, il découvre soudain une réalité beaucoup plus froide. Le service militaire l'a éloigné de son univers habituel. Envoyé à Hohenburg, en Allemagne, le chanteur se retrouve enfermé dans une discipline rigide qui lui pèse énormément. Pour celui qui a toujours vécu dans le bruit, le mouvement et la passion, la caserne ressemble presque à une prison. Les journées sont longues, répétitives, et l'idole des jeunes comprend rapidement qu'en dehors des projecteurs, beaucoup de relations disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Plusieurs personnalités promettent de venir le voir. Certains amis assurent qu'ils feront le déplacement. Mais les semaines passent et personne n'arrive. Johnny observe ce silence avec amertume. Il découvre déjà cette vérité douloureuse que connaissent beaucoup de célébrités. La gloire attire énormément de monde, mais peu reste présent lorsque les lumières s'éteignent. Dans cette solitude grandissante, une seule personne décide pourtant de parcourir des kilomètres pour lui rendre visite, Hugo Frey. Sans caméra, sans publicité et sans calcul, le chanteur prend la route vers l'Allemagne pour retrouver celui qu'il considère désormais comme bien plus qu'un simple collègue. Quand Johnny apprend sa venue, son émotion est immense. Certains témoins raconteront plus tard que le rocker semblait transformé pendant cette journée. Pour la première fois depuis longtemps, il retrouvait une présence sincère dans un environnement devenu étouffant. Hugo Frey découvre alors un Johnny très différent de l'image publique que la France entière connaît déjà. Derrière l'assurance du chanteur se cache un garçon encore fragile, parfois inquiet, qui supporte mal l'isolement imposé par l'armée. Hugo Frey comprend immédiatement que cette visite compte énormément. Il parle pendant des heures de musique, de liberté, de fatigue, mais aussi de cette étrange sensation de vivre constamment observé sans jamais être réellement compris. Johnny se confie avec une sincérité rare, et surtout, il n'oubliera jamais ce déplacement que presque personne n'a eu le courage ou l'envie de faire. Quelques jours après cette rencontre, Johnny prend alors une feuille et écrit une lettre devenue historique avec le temps. Les mots sont simples, mais leur force bouleverse encore ceux qui les découvrent aujourd'hui. Il remercie Hugo Frey d'être venu jusqu'à lui alors que personne d'autre ne s'est déplacé. Mais un détail attire particulièrement l'attention. Johnny n'utilise pas le mot « ami », il écrit « frère ». Pour lui, la nuance est immense. Un ami peut disparaître, un frère reste présent malgré les années, malgré les disputes et malgré les épreuves. Cette lettre devient immédiatement un trésor pour Frey. Il la conserve précieusement pendant des décennies, comme une preuve intime de ce lien exceptionnel qui les unit. Avec le temps, le document prend une dimension presque sacrée,
car il montre un Johnny Hallyday loin du personnage public, un homme capable d'attachement profond, fidèle aux gestes sincères et extrêmement marqué par ceux qui ne l'abandonnent pas dans les moments difficiles. Cette relation fraternelle construite dans la discrétion va ensuite survivre à toutes les tempêtes, aux succès gigantesques, aux excès, aux ruptures sentimentales et même aux tensions familiales. Et des années plus tard, lorsque la guerre autour du testament éclatera après la mort du rocker, cette vieille lettre oubliée allait soudain retrouver une importance que personne n'avait anticipée. À la fin de l'année 1964, Johnny Hallyday traverse une période étrange. Son passage à l'armée le continue de le frustrer, mais chaque permission lui permet de retrouver brièvement ce qui donne un sens à sa vie, la musique. Un soir, alors qu'il écoute la radio presque machinalement, une chanson attire immédiatement son attention. Dès les premières notes, il sent qu'il se passe quelque chose de particulier. La voix rugueuse, la mélodie sombre et cette atmosphère presque oppressante le frappent de plein fouet. Le morceau s'intitule « The House of the Rising Sun » du groupe britannique The Animals. Johnny reste fasciné. Il comprend tout de suite que cette chanson possède une force émotionnelle rare. Pourtant, le texte original raconte une histoire bien plus sulfureuse qu'il n'y paraît. L'univers évoqué parle de déchéance, de vice et d'une vie détruite dans un lieu de perdition à la Nouvelle-Orléans. Adapter cela pour le public français semble compliqué, mais Johnny pense immédiatement à une personne capable de transformer cette matière brute en quelque chose d'universel, Hugo Frey. À cette période, Hugo Frey se trouve en Suisse pour une tournée avec Vlyn Buggy, parolière talentueuse avec qui il travaille régulièrement. Lorsque Johnny lui parle de la chanson, Hugo Frey comprend rapidement le potentiel immense du morceau. Avec Buggy, ils commencent alors à repenser entièrement le texte. Leur idée n'est pas simplement de traduire les paroles anglaises, ils veulent créer une histoire nouvelle, plus proche de la réalité française, mais surtout capable de toucher profondément le public. Peu à peu, l'histoire change complètement de visage. L'histoire sulfureuse devient celle d'un jeune marginal entraîné vers une existence difficile qui finit derrière les barreaux. Le personnage porte désormais le poids des erreurs, des regrets et d'un destin brisé trop tôt. Cette transformation donne naissance à Le Pénitencier. Dès les premières répétitions, Johnny sent que la chanson est différente de tout ce qu'il a enregistré avamment. Sa voix y trouve une intensité nouvelle. L'énergie du rock est toujours présente, mais quelque chose de plus grave apparaît aussi dans son interprétation. Comme si le jeune chanteur commençait déjà à porter des blessures plus profondes qu'il ne voulait l'admettre publiquement. Lorsque le morceau sort finalement, le choc est immense. Le Pénitencier devient rapidement un phénomène national. Les radios diffusent la chanson en boucle. Les jeunes se reconnaissent dans cette révolte mélancolique. Les adultes, eux, découvrent un Johnny plus mature, capable de transmettre une émotion sombre et sincère. Le succès dépasse tout ce que les deux hommes avaient imaginé. Très vite, le titre entre dans l'histoire de la chanson française. Mais derrière ce triomphe musical, quelque chose d'encore plus fort se construit discrètement. Cette collaboration soude définitivement l'amitié entre Johnny et Hugo Frey. Désormais, ils ne sont plus seulement deux artistes qui s'apprécient, ils deviennent liés par une œuvre qui marque toute une génération. Johnny n'oubliera jamais que Frey a su comprendre instinctivement ce qu'il cherchait à exprimer sans parvenir à le formuler lui-même. De son côté, Hugo voit chez le rocker une sincérité brute qui le touche profondément. Ensemble, ils viennent de créer un classique immortel. Et sans le savoir, cette chanson sur un homme enfermé derrière des murs allait des décennies plus tard résonner étrangement avec les secrets, les conflits et les vérités enfermées autour de l'héritage laissé par Johnny Hallyday. Lorsque Hugo Frey s'installe à Marne-la-Coquette en 1972, le quartier n'a pas encore l'image presque mythique qu'il prendra plus tard. Nichée à l'écart de Paris, cette commune discrète attire déjà des personnalités fortunées en quête de calme et de protection. Frey y trouve exactement ce qu'il recherche, le silence, la nature et une certaine distance avec l'agitation du monde du spectacle. Contrairement à beaucoup d'artistes de son époque, il mène une vie étonnamment disciplinée. Il ne boit presque pas, ne fume pas et refuse les excès qui détruisent tant de carrières autour de lui. Cette sobriété étonne parfois dans un univers où les nuits interminables et les fêtes sont presque devenues une norme. Pendant des années, Hugo Frey observe de loin les bouleversements de la vie de Johnny Hallyday. Les mariages, les tournées gigantesques, les crises personnelles et les réconciliations successives. Leur amitié reste solide, mais chacun suit une route très différente. 13 années séparent les deux hommes, et avec le temps, cet écart se ressent davantage.
Johnny vit dans l'intensité permanente. Il aime les grandes tablées, les soirées bruyantes, les entourages nombreux et cette énergie chaotique qui l'a toujours accompagné. Offray, lui, préfère les échanges calmes et les conversations profondes, loin des foules. Pourtant, malgré ces différences, leur lien ne disparaît jamais. En 2005, tout change encore lorsque Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday achètent la célèbre villa Savannah à Marne-la-Coquette, à quelques minutes seulement de la maison d'Offray. Soudain, les deux familles deviennent voisines. Dans le quartier, cette proximité attire immédiatement les regards. Beaucoup imaginent alors que les deux artistes vont passer leur temps ensemble. Une partie de cette idée est vraie. Les enfants jouent parfois ensemble, les rencontres deviennent plus fréquentes et certaines soirées se prolongent autour de discussions intimes. Mais très vite, une autre réalité apparaît aussi. Hugo Frey reste volontairement à distance de l'univers qui entoure désormais Johnny. Depuis son mariage avec Laetitia, le rocker vit au milieu d'une véritable cour où se croisent célébrités, amis de passage, conseillers et invités permanents. Les fêtes deviennent immenses, souvent très tardives, parfois incontrôlables. Offray ne s'y sent pas à sa place. Il évite les soirées trop alcoolisées, refuse les excès et préfère repartir rapidement. Plusieurs proches remarquaient même qu'il garde une certaine réserve vis-à-vis de tout ce cercle gravitant autour de Johnny. Non pas par mépris, mais parce qu'il protège une conception beaucoup plus simple et authentique de l'amitié. Johnny comprend parfaitement cette différence. C'est pourquoi les rencontres les plus importantes se déroulent presque toujours loin du reste du groupe. Souvent, le rocker vient dîner seul avec Offray, sans bruit, sans entourage, sans cette smala devenue omniprésente dans sa vie quotidienne. Ces tête-à-tête deviennent précieux pour les deux hommes. Johnny peut enfin parler librement, loin des regards et des tensions permanentes qui l'entourent. Offray, lui, retrouve le Jean-Philippe qu'il a connu autrefois, celui qui cachait derrière la célébrité un besoin immense de sincérité et de confiance. Mais avec les années, Hugo Frey commence aussi à sentir que quelque chose change profondément autour de son ami. L'influence de certains proches devient plus forte, les décisions de Johnny semblent parfois lui échapper. Et même si Offray reste discret, il observe silencieusement cette évolution qui l'inquiète de plus en plus à mesure que le temps passe. Au fil des années, l'atmosphère autour de Johnny Hallyday change lentement, presque imperceptiblement au début. À Marne-la-Coquette, ceux qui fréquentaient régulièrement la Savannah remarquent peu à peu une nouvelle organisation autour du chanteur. Rien de brutal, rien d'officiel, mais une sensation diffuse que l'accès à Johnny devient plus compliqué. Laetitia Hallyday prend une place de plus en plus centrale dans la gestion du quotidien, des rendez-vous et même des visites privées. Pour certains proches, cela semble naturel. Johnny vieillit, sa santé devient plus fragile et son entourage cherche à le protéger. Mais pour d'autres, cette protection commence à ressembler à un véritable filtre. Hugo Frey observe cette transformation avec prudence. Fidèle à son caractère, il évite les conflits et refuse les déclarations agressives. Jamais il ne cherche l'affrontement avec Laetitia. Il reste poli, mesuré et respectueux. Pourtant, dans l'intimité, il sent bien que quelque chose change dans la relation avec son vieil ami. Les rencontres deviennent moins spontanées, les appels passent souvent par des intermédiaires, les visites doivent parfois être organisées longtemps à l'avance. Pour un homme qui connaissait Johnny depuis 1960, cette évolution paraît étrange. Offray ne le dit pas publiquement à l'époque, mais il comprend progressivement qu'un nouveau système s'est installé autour du rocker. Dans la maison de Marne-la-Coquette, la présence permanente de proches, d'assistants et de personnes chargées d'organiser le quotidien crée une ambiance lourde. Plusieurs visiteurs raconteront plus tard avoir ressenti une tension invisible dans cette immense propriété pourtant luxueuse. Offray, lui, continue de préférer les rares moments où Johnny vient seul dîner chez lui, loin du bruit et de l'agitation. Mais même ces instants deviennent de plus en plus rares. Avec le temps, une rumeur commence alors à circuler discrètement parmi les anciens amis du chanteur. Johnny serait progressivement coupé de certains visages historiques de sa vie. Personne n'ose vraiment parler d'interdiction formelle. Le phénomène semble plus subtil. Certaines personnes n'obtiennent plus de réponse. D'autres comprennent qu'elles ne sont plus les bienvenues. Offray constate lui-même ce filtre plusieurs reprises, des visites annulées, des difficultés à joindre directement Johnny ou des changements de dernière minute qui n'existaient pas auparavant.
Lui qui avait toujours connu un Johnny accessible malgré la célébrité, découvre soudain un homme entouré d'un cercle devenu presque hermétique. À mesure que la maladie progresse, cette situation s'accentue encore davantage. Le chanteur apparaît de moins en moins en public, son état inquiète profondément ses proches, et autour de lui, le cercle autorisé se réduit progressivement. Plusieurs anciens compagnons de route finissent par évoquer publiquement ce sentiment d'éloignement. Pascal Obispo, notamment, laisse entendre dans certaines interviews que les liens avec Johnny sont devenus beaucoup plus compliqués dans les dernières années. D'autres vieux amis parlent aussi d'un accès devenu difficile, parfois impossible. Chacun choisit ses mots avec prudence, mais tous décrivent la même impression, celle d'un homme de plus en plus isolé malgré la présence constante de monde autour de lui. Hugo Frey reste longtemps silencieux sur cette période. Il ne veut pas alimenter les polémiques ni blesser Johnny. Pourtant, intérieurement, il garde le souvenir douloureux d'un ami qui semblait parfois prisonnier d'un univers qu'il ne contrôlait plus totalement. Et lorsque le testament explosera après la mort de Rocker, tous ces détails autrefois discrets commenceront soudain à prendre une importance beaucoup plus troublante. Le 5 décembre 2017, la France se réveille avec une nouvelle que beaucoup redoutaient depuis des mois. Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans, emporté par un cancer du poumon dans sa maison de la Savannah à Marne-la-Coquette. Très vite, une émotion immense traverse le pays. Les radios interrompent leurs programmes, les chaînes de télévision bouleversent leurs grilles et des milliers de fans se rassemblent spontanément devant la résidence du chanteur. Pour une grande partie des Français, Johnny n'était pas seulement une star, il représentait une époque entière, une voix familière qui accompagnait leur vie depuis des décennies. Hugo Frey apprend la nouvelle avec une douleur profonde. Depuis 57 ans, Johnny faisait partie de son existence. Leur relation avait survécu aux excès, aux absences, aux disputes et aux changements de vie. Malgré la distance qui s'était installée dans les dernières années, Frey considérait toujours Johnny comme ce frère rencontré autrefois à Ramatuelle. Pendant quelques jours, le pays reste uni dans le deuil. L'hommage populaire organisé à Paris devient historique. Des foules immenses envahissent les Champs-Élysées pour dire adieu aux rockers. Mais derrière cette émotion collective, une tempête silencieuse commence déjà à se préparer dans l'ombre. Quelques semaines plus tard, le testament américain de Johnny Hallyday est révélé et le choc est brutal. Selon les documents déposés aux États-Unis, l'ensemble de l'héritage revient à Laetitia Hallyday et à leurs 2 filles, Jade et Joy. David Hallyday et Laura Smith, les enfants aînés du chanteur, n'obtiennent rien. Pas un centime, aucun objet personnel, aucun geste symbolique, aucune explication officielle venant directement de Johnny. En quelques heures, la France entière bascule dans l'incompréhension. Comment un père pouvait-il écarter totalement 2 de ses enfants? Cette question envahit immédiatement les médias, les cafés, les réseaux sociaux et même les discussions familiales. Beaucoup refusent d'y croire, certains imaginent une erreur, d'autres pensent que des arrangements secrets existent forcément. Mais plus les détails émergent, plus le malaise grandit. Très vite, plusieurs proches historiques du chanteur laissent apparaître leurs propres interrogations. Sylvie Vartan, la mère de David, défend son fils en public, avec dignité mais fermeté. Eddie Mitchell, compagnon de route de Johnny depuis les débuts, reste prudent mais visiblement troublé. Jacques Dutronc lui-même laisse entendre que cette situation paraît incompréhensible pour ceux qui connaissaient réellement le rocker. Dans les coulisses, beaucoup murmurent la même chose sans oser l'affirmer clairement. Ce testament ne ressemble pas au Johnny qu'ils ont connu depuis des décennies. Hugo Frey, lui, garde d'abord le silence. Il refuse de participer au tumulte médiatique qui entoure déjà la famille Hallyday. Mais intérieurement, quelque chose le dérange profondément. Il repense aux confidences passées, aux lettres, aux souvenirs, et surtout à cette fidélité affective que Johnny avait toujours montrée malgré ses colères et ses contradictions. L'idée que son ami ait volontairement effacé David et Laura de sa vie le trouble énormément. Pourtant, à ce moment-là, il choisit encore de ne rien dire publiquement. Il observe simplement la violence des affrontements qui éclatent entre les héritiers. Peu à peu, les procédures judiciaires transforment le deuil en guerre familiale. Et dans cette atmosphère devenue explosive, une question commence alors à hanter discrètement plusieurs anciens proches de Johnny. Le 26 février 2018 marque un tournant décisif dans l'affaire Hallyday. Depuis plusieurs semaines, la France entière vit au rythme des révélations autour du testament de Johnny. Les tensions familiales explosent publiquement, les médias analysent chaque détail et l'opinion se divise entre les différents camps. Jusqu'à ce jour-là, Hugo Frey avait choisi de rester silencieux. Beaucoup pensaient qu'il ne parlerait jamais. À 94 ans à l'époque, il semblait vouloir préserver le souvenir de son ami, loin des polémiques.
Pourtant, ce soir-là, une invitation de Thomas Misrahi pour l'émission BFM Story va tout changer. Dès son arrivée sur le plateau de BFM TV, l'atmosphère devient particulière. Hugo Frey apparaît calme, posé, mais visiblement habité par quelque chose qu'il ne peut plus garder pour lui. Il ne vient pas pour créer un scandale, il ne cherche ni violence ni confrontation. Pourtant, en quelques phrases seulement, il va bouleverser toute la narration publique autour du testament de Johnny. Lorsque le journaliste évoque les documents américains et l'exclusion totale de David et Laura, Hugo Frey reste silencieux quelques secondes avant de prononcer des mots qui vont immédiatement faire le tour du pays. Je n'ai jamais entendu Johnny prononcer le mot « déshérité ». La phrase tombe avec une force immense. Sur le plateau, le silence devient lourd, car venant d'un homme qui connaissait Johnny depuis près de 60 ans, cette déclaration possède un poids considérable. Mais Hugo Frey ne s'arrête pas là. Il explique ensuite que la rédaction du testament lui paraît assez sévère, assez rigide. Il ajoute même une phrase qui va provoquer un véritable choc médiatique. « Je pense qu'il a été mal conseillé ». Immédiatement, les spéculations explosent. Qui aurait influencé Johnny? Qui aurait choisi les formulations exactes utilisées dans les documents? Hugo Frey ne donne aucun nom. Pourtant, son sous-entendu semble évident pour une grande partie du public. Le chanteur poursuit ensuite avec une émotion sincère. « Je ne peux pas imaginer Johnny voulant déshériter ses enfants. Pour lui, quelque chose ne correspond pas à l'homme qu'il a connu toute sa vie. Johnny pouvait être excessif, colérique, parfois blessant dans ses réactions, mais il restait profondément attaché à ses enfants. » Hugo Frey insiste particulièrement sur le vocabulaire utilisé dans le testament. Selon lui, Johnny ne parlait pas de cette manière. Puis vient la phrase qui deviendra mythique dans toute cette affaire. « Je n'ai jamais entendu Johnny prononcer ce mot. » Cette déclaration change immédiatement le regard porté sur le dossier, car pour la première fois, un proche historique du chanteur suggère publiquement que les mots du testament ne pourraient pas refléter totalement la pensée intime du chanteur. Hugo Frey va encore plus loin lorsqu'il laisse entendre que quelqu'un devait dicter les mots exacts. Là encore, aucun nom n'est prononcé, mais le doute s'installe brutalement dans l'opinion publique. Malgré tout, Hugues tente de conserver une position apaisante. Il appelle à la réconciliation et souhaite éviter que la guerre familiale détruise définitivement le souvenir du chanteur. Pourtant, derrière ce ton conciliateur, chacun comprend que son choix est désormais clair. En déclarant « Je suis comme Sylvie, cela me choque », il s'aligne ouvertement avec la douleur exprimée par Sylvie Vartan et par les enfants aînés de Johnny. À partir de ce moment précis, le silence prudent des anciens proches du rocker commence lentement à se fissurer et d'autres vérités encore plus sensibles semblent prêtes à émerger dans les semaines suivantes. Après son intervention remarquée sur BFM TV en février 2018, beaucoup imaginent que Hugo Frey va devenir l'un des principaux opposants publics à Laetitia Hallyday. Certains journalistes espèrent même le voir participer régulièrement aux débats télévisés qui envahissent alors les médias français. Mais très vite, le chanteur choisit une autre voie. Fidèle à son caractère, il refuse de transformer la douleur autour de Johnny en spectacle permanent. Il recule volontairement, il cesse les grandes déclarations et évite soigneusement les affrontements médiatiques. Pourtant, ce retrait n'est jamais un silence total, car à chaque interview, à chaque apparition publique, Hugo Frey laisse glisser une phrase, une nuance ou une réflexion qui rappelle discrètement sa position. Il ne revient pas frontalement sur le testament, il ne cherche pas à attaquer directement Laetitia, mais il continue à alimenter le doute autour des dernières années de Johnny. Cette méthode intrigue beaucoup les observateurs. Certains y voient une prudence d'un homme âgé qui refuse la violence publique, d'autres pensent que Frey agit au contraire avec une grande stratégie, en distillant des remarques impossibles à ignorer sans jamais franchir complètement la ligne de l'accusation. En 2020, un événement symbolique renforce encore cette impression. Après près d'un siècle passé à Marne-la-Coquette, Hugo Frey décide de vendre sa maison. Sa description du quartier surprend alors énormément. Lui qui avait longtemps apprécié le calme de cet endroit parle désormais d'un ghetto de milliardaires. Les mots frappent immédiatement les esprits. Il évoque des rues fermées, des systèmes de surveillance omniprésents, des voisins qui vivent côte à côte sans réellement se connaître. Selon lui, le quartier est devenu une sorte de forteresse où chacun se protège derrière des murs, des caméras et des portails gigantesques. Plusieurs journalistes remarquent alors que cette description semble aussi refléter l'évolution de la vie de Johnny dans les dernières années. Hugo Frey ne prononce jamais le nom de Laetitia. Il n'en a même pas besoin. Les sous-entendus sont suffisamment clairs pour que le public comprenne immédiatement ce qu'il veut dire. Lorsqu'il parle d'isolement, de filtres humains et d'un environnement devenu étouffant, beaucoup repensent immédiatement aux confidences d'anciens proches du rocker. Plus les années passent, plus Hugo Frey apparaît comme une mémoire vivante de l'ancien Johnny, celui avant les tensions familiales et les batailles d'héritage.
À partir de 2022, il devient aussi l'un des rares témoins encore capables de raconter les débuts du chanteur avec une proximité réelle. Son âge lui donne une forme de liberté nouvelle. À 96 ans, il n'a plus peur des réactions, ni des critiques. Et lorsqu'il est invité en 2025 dans une émission de Cyril Hanouna, une simple phrase résume brutalement tout son état d'esprit. En évoquant les affaires familiales autour de Johnny Hallyday, mais aussi les affaires concernant Alain Delon, Hugo Frey laisse tomber avec lassitude « Quand je vois les histoires de Johnny et Delon, je ne supporte pas ça ». Derrière cette phrase très courte se cache une immense tristesse, celle d'un homme qui a vu des légendes finir entourées de conflits, de soupçons et de guerres familiales. Pourtant, même après toutes ces années, une question continue de le hanter silencieusement. Johnny aurait-il accepté que son nom laisse derrière lui autant de divisions et de blessures? À partir de 2020, Hugo Frey commence à prendre des décisions très personnelles, qui surprennent même certains de ses proches. Après avoir observé le chaos provoqué par l'héritage de Johnny Hallyday, il semble déterminé à empêcher qu'un jour, sa propre famille traverse les mêmes déchirures. À 90 ans passés, le chanteur réfléchit désormais davantage à la transmission qu'à la carrière. Et contrairement à beaucoup d'artistes célèbres attachés à leurs biens matériels, il choisit une voie radicalement différente. Pour lui, l'affaire Hallyday a servi de leçon immense. Il a vu comment un testament pouvait détruire des liens familiaux, alimenter des années de procédures et transformer le deuil en guerre publique. Alors plutôt que de laisser derrière lui des décisions à interpréter après sa mort, Frey préfère agir de son vivant. La première étape symbolique arrive avec la vente de sa maison de Marne-la-Coquette. Après presque 50 années passées dans ce quartier devenu selon lui trop fermé et trop éloigné de ses valeurs, il tourne définitivement la page. Mais surtout, il décide de redistribuer une grande partie de l'argent à ses filles, Marie et Charlotte, avant même sa disparition. Ce choix n'a rien d'un geste improvisé. Hugues veut éviter les ambiguïtés, les frustrations et les conflits d'héritage. Il souhaite que tout soit clair pendant qu'il est encore là pour parler directement avec sa famille. Il prend également une autre décision importante, concernant sa propriété en Ardèche. Cette maison de campagne, qu'il affectionne particulièrement, est donnée à sa fille Marie, mariée à Philippe. Là encore, le chanteur veut transmettre sans attendre, sans documents mystérieux et sans guerre future autour de ses biens. Plusieurs proches racontent que cette volonté est devenue presque une obsession chez lui, après la mort de Johnny. Plus le temps passe, plus Frey répète qu'il refuse de laisser derrière lui un champ de bataille familial. Ce mode de vie plus simple se reflète aussi dans son quotidien. Désormais, il habite gratuitement dans une maison qui ne lui appartient même pas, à Marly-le-Roi, dans les Yvelines. La demeure possède une histoire artistique prestigieuse, puisqu'elle appartenait autrefois au peintre et sculpteur Aristide Maillol. Mais pour Hugues, l'important n'est plus la possession. À son âge, il semble rechercher avant tout la paix, la stabilité et une forme de liberté intérieure, loin des logiques de fortune et de pouvoir. En septembre 2023, il surprend encore le public en épousant Muriel, sa compagne de longue date. Ce mariage radical montre qu'à plus de 95 ans, il refuse toujours de vivre dans le passé. Pourtant, même dans ce moment heureux, la question de l'héritage et des conflits familiaux reste présente dans son esprit. Lors d'une interview accordée à Paris Match en octobre 2025, il résume sa philosophie avec une phrase très claire. « Cela ne créera pas une nouvelle affaire Johnny ». Cette déclaration frappe immédiatement les lecteurs, car Hugo Frey ne parle plus seulement de sa propre famille. Il évoque indirectement tout ce qu'il a vu exploser autour de Johnny après 2017. Peu à peu, il apparaît alors comme le contre-exemple absolu du drame Hallyday. Là où Johnny a laissé derrière lui des interrogations et des batailles judiciaires, Frey tente de construire une transmission transparente et apaisée. Mais malgré toutes ces précautions, une interrogation continue encore à grandir autour de lui. Connaît-il finalement des vérités beaucoup plus profondes sur les dernières volontés réelles de Johnny qu'il n'a jamais totalement osé révéler publiquement? À 96 ans, Hugo Frey avance désormais avec une liberté que peu de personnalités publiques possèdent encore. Il n'a plus de carrière à sauver, plus de producteurs à convaincre, plus d'éditeurs à séduire, ni d'image commerciale à protéger. Cette indépendance donne une force particulière à chacune de ses paroles lorsqu'il évoque Johnny Hallyday. Beaucoup de proches du rocker ont choisi le silence avec le temps. D'autres ont préféré éviter les polémiques pour préserver leur tranquillité. Hugues, lui, continue de parler. Toujours calmement,
toujours sans violence inutile, mais avec une franchise qui dérange parfois profondément ceux qui défendent la version officielle des dernières années de Johnny. Une autre raison explique aussi cette liberté nouvelle. En octobre 2022, Hugo Frey perd Hélène, sa compagne de toujours, la femme avec qui il a partagé près de 70 ans de vie. Cette disparition bouleverse profondément le chanteur. Ceux qui le connaissent racontent qu'après ce deuil, son rapport au temps change complètement. La peur des conséquences disparaît presque totalement. À son âge, il sait que les années restantes sont précieuses. Alors il refuse désormais de laisser certaines vérités s'effacer doucement derrière les récits officiels et les opérations médiatiques construites autour de Johnny Hallyday. Mais la raison la plus forte reste sans doute ce lien unique qui l'unissait au rocker. Pour Hugo Frey, Johnny n'a jamais été un simple ami du métier, il était un frère. La vieille lettre de 1964, conservée pendant des années, le prouve encore dans son esprit. Lorsque Johnny écrivait ce mot depuis sa caserne allemande, ce n'était pas une formule de politesse destinée à flatter un collègue. C'était une déclaration sincère venant d'un jeune homme profondément marqué par la fidélité d'un autre. Hugues n'a jamais oublié cela. Voilà pourquoi il supporte difficilement de voir aujourd'hui la mémoire de Johnny devenir parfois un objet de bataille commerciale. Les biopics, les statues, les expositions, les projets organisés sans réelle concertation avec tous les proches du chanteur le mettent mal à l'aise. Il n'accuse pas directement, mais il refuse que l'histoire de Johnny soit réduite à une image contrôlée par un seul récit. Malgré son âge impressionnant, Hugo Frey continue pourtant de monter sur scène. Jusqu'en mai 2026, il prévoit encore une quinzaine de concerts avant une grande apparition annoncée aux Francopholies de La Rochelle en juillet 2026. Pour beaucoup de spectateurs, chacune de ces performances possède désormais une valeur particulière. Car Hugo Frey apparaît comme l'un des derniers témoins directs de toute une époque de la chanson française. Et inévitablement, les journalistes continuent de lui poser des questions sur Johnny Hallyday. Chaque fois, sa réponse reste fidèle à sa ligne de conduite. Aucune agressivité gratuite, aucune vengeance personnelle, mais aucune complaisance non plus. Il parle avec des mots simples. Selon lui, il faut appeler un chat et une parole dictée. Cette phrase résume parfaitement sa position. Hugo Frey ne prétend pas posséder toute la vérité, mais il refuse de laisser disparaître les doutes qu'il ressent depuis la découverte du testament. Peu à peu, sa voix est devenue un véritable contrepoids face aux récits défendus depuis des années par Laetitia Hallyday. Et tant qu'il pourra monter sur une scène ou répondre à une interview, il restera probablement ce dernier témoin impossible à faire taire, celui qui continue encore à protéger sa propre version du vrai Johnny. Quelle histoire incroyable, n'est-ce pas? Les révélations de Hugo Frey ont complètement changé la manière dont beaucoup de personnes regardent cette affaire aujourd'hui. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Qu'avez-vous pensé de tout ce que nous avons découvert ensemble? Laissez votre commentaire juste en dessous et dites-nous exactement ce que vous en pensez. N'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo, de la partager avec vos amis et, si ce n'est pas encore fait, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche des notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.